Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous la semaine mais également le week-end sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Le choc entre l'AS Monaco Basket et le Real Madrid aura tenu toutes ses promesses. La Roca Team s'est malheureusement inclinée face au leader de l'Euroleague, 90-84 après 2 prolongations. Résumé de ce match fou dans quelques instants. Hugo Michelev de retour sur le ring, le boxeur monégasque affronte ce soir l'Argentin Manriquez pour son 2e combat pro. Il sera avec nous depuis Barcelone. 2022 marque le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Ce soir, nous nous intéresserons au souverain de terrain qu'il a été, un prince engagé pour ses sujets. Éclairage avec le professeur Dominique Chagnolot. Puis nous nous sommes rendus dans l'atelier de l'artiste Michel Aubéry en pleine préparation de sa prochaine exposition. Mais avant de développer ces titres, le gouvernement princier a décidé de prolonger le travail à distance jusqu'au 4 mars. Une décision prise en raison de la situation sanitaire dans le but de limiter la propagation de la Covid-19. La circulation du virus n'a jamais été aussi élevée en région PACA. En principauté de Monaco, le taux d'incidence est également en forte hausse. Il avoisine les 2200. Par ailleurs, comme le précise le communiqué, la tension à l'hôpital s'est considérablement accentuée ces derniers jours, avec un nombre de patients en nette augmentation. Je vous le disais en titre, folle ambiance hier à Gaston Médecin, la Roca Team recevait le leader de l'Euroleague, le Real Madrid. Les Monégasques ont poussé les Espagnols en double prolongation avant de céder sur leur parquet. Retour sur ce match de gala avec Yannick Debeuvert et Sylvain Péroumal. C'est terminé. Battus, mais la tête haute, les Monégasques ont livré une bataille exceptionnelle face à la meilleure équipe européenne du moment. Sous l'œil du prince souverain et du nouveau président du club, Alexei Fedorichev, la Roca Team bouscule le Real Madrid d'entrée de jeu. La défense est bien en place, ce qui permet à Monaco de prendre rapidement l'avantage qu'ils vont garder un bon moment. Les Espagnols perdent énormément de ballons dans ce match, 10 rien que dans le premier quart-temps et 20 sur toute la rencontre. La très bonne défense amène de beaux paniers en attaque. Complètement décomplexé, Monaco va compter jusqu'à 8 points d'avance dans ce deuxième quart, avant un trou d'air et perdre complètement son adresse. L'entrée de Tompkins apporte un souffle nouveau au Real qui inflige un 9-1 pour revenir à hauteur des Roca Boys. À la mi-temps, Monaco est mené d'un tout petit point, 34-35. La première partie de seconde mi-temps sera à l'avantage du Real qui semble avoir trouvé son rythme. Abaldé porte l'avance des Madrilènes à 7 points sur ce shoot longue distance. Mais ensuite, au tour des Espagnols de connaître une panne d'adresse. Magic Mike d'abord réussit une action à 4 points avec ce panier miraculeux. Puis Andjusic se montre adroit en enchaînant 2 paniers primés et 2 lancers francs. La salle Gaston Médecin est en folie. Le Serbe sera un peu juste sur le dernier shoot, mais magnifiquement soutenu par Diallo qui ne cesse d'étonner. Une passe décisive, ne soyez pas mauvaise langue. D'accord, ok. Dans le dernier quart-temps, la tension est telle qu'aucune des deux équipes ne parvient à marquer pendant plus de 2 minutes 30. Bacon débloque la situation. Tel un obstiné, il attaque la raquette madrilène sur chaque action et en fin de match, cela fonctionne. Monaco a 6 points d'avance à 1 minute 30 de la fin. Mais ce n'est pas n'importe qui en face, ce sont des joueurs de classe mondiale. Yabusele, 18 points et homme du match, plante le premier 3 points. Rudy Fernandez se charge de mettre le second pour revenir à égalité. La balle de match sera pour Bacon, mais le shoot reste court. 66-66 et 10-9 pour le Real dans ce dernier quart-temps irrespirable. Prolongation donc qui sera forcément très serrée. Alpha Diallo, 19 points, 5 rebonds, 4 interceptions est admirable. Monaco est encore devant à quelques secondes de la fin, mais Walter Tavares, 2,22 m, est injouable au rebond et permet à son équipe de recoller encore une fois. C'est ce même Tavares qui, avec une facilité déconcertante, contre la dernière tentative de Mike James. Égalité, deuxième prolongation. Les 5 dernières minutes du match sont parfaitement gérées par le Real Madrid.
Gabriel Deck, muet jusqu'alors, inscrira 7 points dans cette dernière période pour permettre au Real de prendre le large et repartir de Monaco avec la victoire 90-84. Défaite frustrante pour la Roca Team au vu du scénario, mais une prestation plus qu'encourageante. We actually played not that bad tonight. We made some mistakes, but we could have played better. But at the end of the day, at the end of the fourth, we held the top team to 66 points. So we definitely can build on it. Hang our heads for the night because we really wanted this game, just like every other game. But at the end of the day, we got better. Avec cette victoire, le Real s'impose un peu plus comme le principal favori à la victoire finale. Petit coup d'arrêt pour Monaco qui perd une place au classement provisoire et se retrouve 10e. Voilà pour les Monégasques qui étaient si proches de l'exploit en Euroleague. Pas le temps de gamberger, la Roca Team reçoit un autre leader dimanche, celui du championnat Boulogne-le-Valois. Les joueurs d'Obradovic enchaîneront ensuite avec 2 rencontres en Euroleague face au Panathinaikos mardi et l'Étoile Rouge de Belgrade jeudi. Match que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne et commenté par notre duo de choc David Cosette et Ali Traoré. Sport toujours, il a remporté son premier combat pro en septembre dernier. Hugo Mikalev est de retour sur le ring. Il affronte ce soir le boxeur argentin Gonzalo Manriquez. Le Monégasque est avec nous depuis Barcelone. Bonsoir Hugo. Bonsoir, merci de me recevoir. Comment vous vous sentez à quelques heures de votre combat? Très très bien. C'est vrai que je suis super en forme, je suis reposé. J'ai bien mangé après la pesée. Donc franchement... tous les compteurs sont ouverts, tous les feux sont ouverts. J'imagine qu'il y a beaucoup d'impatience car vous deviez déjà combattre le 15 janvier, mais cela a été annulé en raison des mesures sanitaires. Exactement, oui, je devais combattre le 15 janvier à Paris dans la soirée de Tony Oka. C'est vrai que ça a été reporté à cause des mesures sanitaires exactement. Voilà, donc on a vite retrouvé une porte de sortie avec ce gars-là le 29 janvier à Barcelone. Donc c'est super, je suis vraiment content de pouvoir boxer finalement en janvier et pas plus tard. J'étais prêt de toute manière, mais je le suis encore plus maintenant, puisque j'ai pu aller m'entraîner notamment avec Elbrook, qui est un ancien champion du monde. J'ai une préparation vraiment optimale. J'ai rarement eu de mauvaises préparations, mais celle-ci était excellente, je pense. Alors qui est votre adversaire ce soir? Alors ce soir, je vais combattre un Argentin qui s'appelle Gonzalo Manriquez, qui a un palmarès de 7 combats pour 5 victoires. Donc, beaucoup plus d'expérience que moi, du moins en professionnel. Et voilà, donc c'est une autre étape à passer, c'est un autre palier à dépasser ce soir. Et c'est bien, ouais, à franchir, c'est bien parce que c'est toujours un challenge. Chaque combat est un challenge, il n'y a pas de faire-valoir face à moi du tout. Donc, c'est intéressant, je suis content. Vous boxez dans la catégorie des super légers. Qu'est-ce qu'elle demande comme qualité, cette catégorie? Comment on fait la différence sur le ring? Les super légers, en fait, on a une catégorie on est un petit peu en milieu de liste, c'est-à-dire qu'on est puissant, mais rapide en même temps. Il faut beaucoup bouger. Voilà, on n'est pas des poids lourds, donc c'est vrai que la mobilité est importante, mais on n'est pas non plus des poids coqs, donc la puissance est aussi importante. Donc, on a un peu tout à jouer. Je pense qu'on est une des catégories les plus intéressantes à regarder, notamment avec les poids Walter, Super Walter. Mais ça, je pense que ça va être intéressant pour les gens de nous voir boxer ce soir. Hugo, qu'est-ce qui a changé depuis les Jeux européens de Minsk en 2019, depuis le tournoi de qualification olympique pour les Jeux de Tokyo? On a l'impression que vous avez gagné en maturité depuis que vous avez signé chez Top Rank. Oui, en fait, tout simplement, j'ai changé d'endroit de vie. Je n'habite plus à Monaco, j'habite à Las Palmas de Gran Canaria, aux Canaries. Et je m'entraîne là-bas depuis 1 an et demi maintenant. Et là, ça faisait 4 mois que j'étais sur l'île que pour le camp d'entraînement de ce combat-là. Donc, en fait, j'ai complètement changé de style d'entraîneur du coup. Carlos Formento maintenant. Je m'entraîne toujours avec Training Excellence, Thomas Créteau, qui est mon préparateur physique aussi. Et voilà, on travaille dur et on a changé complètement de style d'entraînement. On est passé beaucoup plus professionnel et même ma mentalité a changé. Je suis passé dans toute autre mentalité maintenant et voilà, je suis vraiment là pour tout manger là. Votre objectif à terme, Hugo, c'est de remporter un titre de champion du monde?
Oui, c'est ça. Vous l'avez dit. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Évidemment, ce serait de rapporter le titre de champion du monde à Monaco. Et j'en serais extrêmement fier, vraiment. Ouais. Et je suis sûre que Monaco serait fier aussi d'avoir un premier boxeur monégasque champion du monde. Merci infiniment, Hugo. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour ce soir. Merci beaucoup à vous. De Barcelone, direction l'Arabie Saoudite où le championnat du monde de Formule E vient de débuter. Bonsoir Julia. La saison a commencé sur les chapeaux de roue. Que s'est-il passé lors de cette première course de l'année ? Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Malgré la constante pression appliquée par Nyck de Vries, son coéquipier Stoffel Vandoorne ne montrait aucun signe de faiblesse en tête de l'Ypri. Toutefois, la course du Belge s'est ensuite gâtée lors de la seconde activation du mode attaque. Vandoorne n'est pas tout à fait passé dans les clous, manquant de peu la troisième boucle électronique. Nyck de Vries, une fois devant, n'a plus été inquiété, contrôlant ses dernières minutes et s'imposant assez facilement 6 dixièmes devant l'ancien pilote de F1 de chez McLaren. Pour Venturi, Luca Di Grassi a lui fait preuve d'un grand sens de la stratégie en décrochant la 5e place juste devant son coéquipier Mortara qui est 6e. Oui, la deuxième course de la saison se déroule en ce moment même, toujours à Diriyah. La 9e édition du Monaco Energy Boat Challenge aura lieu du 4 au 9 juillet prochain. Les inscriptions pour l'Energy Class sont clôturées, mais d'autres candidats peuvent encore se positionner dans d'autres catégories, Julia. Organisé par le Yacht Club de Monaco aux côtés de la Fondation Prince Albert II, ce rendez-vous permet de répondre aux enjeux environnementaux à travers des nouveaux systèmes de propulsion alternatifs. En Energy Class, le comité technique vient de statuer sur la liste définitive des participants. Il y aura donc 16 projets, 10 nations, dont 3 nouvelles équipes pour cette édition 2022. En Solar Class, les candidats auront jusqu'au 31 mars 2022 pour soumettre leur dossier. Et pour l'Open Sea Class, les prochaines échéances sont arrêtées au 1er mai pour les bateaux non homologués CE et au 1er juillet pour les bateaux homologué CE. On vous tiendra évidemment informé de toutes les actualités concernant cette 9e édition du Monaco Energy Boat Challenge. Dans un tout autre domaine, le Conseil national se réunira en session publique extraordinaire lundi à 18 h. Oui, tout à fait, Émilie. Et cette séance sera à retrouver en direct sur Monaco Info. À l'ordre du jour, un projet de loi destiné à renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Un autre projet de loi abordé durant ce conseil portera sur les diverses mesures pénales contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces. Pour finir, la loi sur les indices de référence sera aussi discutée. Rendez-vous donc ce lundi à 18 h sur notre antenne pour en savoir plus sur ces différents projets. Oui, et le Conseil national qui a rendu hommage cette semaine à son fondateur, le prince Albert Ier, celui que l'on surnommait le prince savant ou le prince navigateur, a également permis de passer d'une monarchie absolue vers une monarchie constitutionnelle moderne. C'était en 1911. Bonsoir Dominique Chagnolot. Bonsoir. Vous êtes intervenu dans l'hémicycle du Conseil national lors de l'hommage rendu mardi en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. En quoi cette monarchie constitutionnelle instaurée il y a plus de 110 ans ne ressemble à aucune autre? Elle ne ressemble à aucune autre, d'une part parce que la principauté, pendant très longtemps, vivait sur un mode familial et que le Prince Albert Ier a compris qu'il fallait installer pour la durée de la principauté, l'avenir du peuple monégasque, une monarchie constitutionnelle. Et puis, la nouveauté à l'époque, c'est non seulement la Constitution, bien sûr, mais c'est aussi la création d'un tribunal suprême, une déclaration des droits, qui est unique en Europe. Elle ressemble un peu à la déclaration de 1789, mais elle est unique en Europe, sauf la Suisse, qui fait un peu exception. Donc, pour un pays si petit en termes de population, et d'installer un régime constitutionnel, c'est très inédit dans l'Europe de l'époque. Oui, ce n'était pas banal à l'époque. C'est pas banal. Il y a d'autres monarchies constitutionnelles, si vous voulez, bien entendu, mais un peuple qui rassemble 1,5 million d'âmes au maximum, quelques centaines de votants, à la limite, le prince Albert Ier n'était pas obligé de changer tout ça et de maintenir
ce gouvernement qu'il appelait gouvernement familial. Mais pour pérenniser le lien qui unissait les Monégasques, qui n'en demandaient pas tant d'ailleurs au départ, avec leur prince, eh bien, il a instauré cette constitution qui progressivement a été modifiée jusqu'à nos jours, bien entendu. Mais c'est quand même une innovation assez intéressante. Le but, c'était aussi de rassurer un peuple monégasque qui se sentait un peu assiégé, minoritaire dans son propre pays, une situation internationale qui était quand même assez inquiétante, une progression un peu des idées libérales, et puis surtout une crise économique. Donc, le fait de vouloir associer les Monégasques, en tout cas les hommes à l'époque uniquement, aux responsabilités communales, mais aussi politiques, à travers la création du Conseil national, c'est une grande innovation. C'est ce qui a révélé aussi un aspect du règne du prince Albert Ier, cette proximité avec ses sujets. C'est un élément, je dirais, essentiel du pacte fondateur qui unit le prince et ses sujets. Et c'est assez nouveau aussi dans une monarchie. On est en 1910-1911. Qu'est-ce que demandent les Monégasques? Il y a un comité monégasque qui a réuni des notables, qui souhaite au fond que le gouvernement ne change pas. Bon, après, il réfléchit, il dit que ce serait bien qu'on ait une constitution, mais c'est le prince Albert Ier qui a l'initiative de cette idée, et on change un peu de régime. On a véritablement, non pas un régime parlementaire, bien entendu, mais un régime constitutionnel avec des droits fondamentaux, un gouverneur général qui n'est plus, qui est une espèce de ministre d'État, de Premier ministre, un parlement qui est le Conseil national. Bon, le domaine de la loi est fixé par le prince, mais le Conseil national vote un certain nombre de lois et ne fera que le faire par la suite. Et puis par la suite, en 1917, il y aura une révision constitutionnelle qui créera la direction des services judiciaires, donc qui séparera le pouvoir judiciaire de la personnalité du prince. Bon, après, la Constitution sera suspendue pendant la Première Guerre mondiale, et puis il faudra attendre finalement le prince Régnier III, la crise franco-monégasque, pour établir une nouvelle Constitution au sein de laquelle c'est le Conseil national qui vote la loi avec l'accord du prince. Et la nouvelle Constitution initiée par le prince Régnier III, la dernière, à la suite de l'adhésion de la principauté au Conseil de l'Europe, je dirais, elle termine cette évolution, puisque le Conseil national ne souhaite pas aller au-delà de cette constitution. On n'est pas tout à fait dans un régime parlementaire, mais on est dans un régime constitutionnel qui garantit les libertés publiques, encore une fois, grâce au tribunal suprême de Monaco. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Chainolo, d'avoir été avec nous ce soir pour nous éclairer sur cet aspect du règne du prince Albert Ier. Merci infiniment. Merci, bonne soirée. Rendons-nous à présent dans l'atelier de l'artiste Michel Aubéry. Il est actuellement en pleine préparation d'une prochaine exposition, une commande du musée océanographique. Chrisinda Thomel a voulu en savoir plus. Voyez son reportage. Après les tortues marines, Michel Aubéry s'est cette fois intéressé aux animaux polaires, des animaux en voie de disparition et que l'on se doit de protéger, des espèces qui ont pris vie sous les mains de l'artiste. 40 œuvres au total actuellement en cours de réalisation dans l'atelier de l'artiste sur le quai Antoine Ier et qui seront exposées prochainement lors d'une exposition au musée océanographique. C'est toujours la même technique, mais avec de plus en plus de pochoirs. C'est ce qui est très long à faire, c'est les pochoirs. Bon, je dessine sur des feuilles de canson assez épaisses, ce que je veux faire, puis après je découpe au scalpel toutes les petites parties, c'est long. Là, je me suis inspiré en regardant un petit peu des photographies, des films sur la région polaire, les animaux, les gorfous, les macareux, le narval, tout ça. Je regarde comment c'est fait, puis après j'interprète un petit peu à ma façon. Une exposition de Michel Aubéry sur les animaux polaires que vous pourrez retrouver à compter du 17 octobre et tout au long du mois de novembre au musée océanographique de Monaco. Julia Vial est avec nous pour un nouveau point sur l'actualité. Julia, vous teniez à nous parler de ce projet pédagogique, un dîner caritatif au lycée technique et hôtelier de Monaco le 4 février prochain au profit des droits de l'enfant. Il est vrai, Émilie, que la principauté est attachée depuis toujours à la protection des enfants dans le monde. Et pour œuvrer dans ce sens, le lycée technique et hôtelier de Monaco va concocter un dîner caritatif exceptionnel servi dans son établissement, le Cordon d'Or. Cette soirée est d'ailleurs parrainée par Joël Garraud, président de Monaco Goût et Saveurs et ancien chef étoilé de l'hôtel Hermitage. Il officiera aux côtés des élèves afin de proposer un menu gastronomique. La somme collectée
collecté à cette occasion sera reversé aux associations humanitaires qui agissent sur le terrain à la défense des droits de l'enfant. Si vous voulez vous régaler pour la bonne cause, il vous faudra réserver à l'adresse suivante reza-cordon-d'or@gouv.mc. Cette exposition à présent organisée à la maison diocésaine jusqu'au 10 février. Cette exposition sera ouverte de 10h à 17h à l'Agora et présentera une collection d'objets ayant appartenu à Saint Luc de Crimée. Cet érudit a laissé derrière lui un grand héritage matériel. Les visiteurs pourront ainsi retrouver une vingtaine d'objets, des manuscrits ou encore des photographies rassemblées de manière exceptionnelle. Cet événement est donc une occasion unique de s'approcher de la vie de Luc de Crimée, d'autant que l'exposition d'objets personnels d'un saint canonisé est un cas sans précédent. Et pour les amoureux du sport, avides de découvrir de nouvelles activités, la section curling du Skating Club de Monaco organise des initiations, Julia. Le principe de ce sport est plutôt simple, les joueurs des deux équipes doivent réussir à placer leurs deux pierres le plus près possible d'une cible appelée maison. L'équipe la plus proche obtient un point pour toutes les pierres mieux placées que celles de son adversaire. C'est d'ailleurs ce qui explique que cette discipline est souvent comparée à de la pétanque sur glace. Alors, si vous avez envie de découvrir le curling, rendez-vous tous les mardis et jeudis soirs de 20h30 à 22h30 sur la patinoire du stade nautique Régnier 3. Les vendredis soirs, une compétition amicale sera même organisée à partir de 19h avec des équipes de 4 joueuses ou joueurs. Merci Julien, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Aniki Bobo de Manuel de Oliveira, c'est le prochain film que vous pourrez découvrir mardi à 20h au Théâtre des Variétés. Une projection proposée par l'Institut audiovisuel de Monaco dans le cadre des Mardis du cinéma. Alors quelle est l'histoire de ce film en noir et blanc et pourquoi l'avoir sélectionné? Réponse dans cet entretien de Vincent Vatrican mené par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on va parler d'un film portugais de 1942, Aniki Bobo. Qu'est-ce que ce film? C'est un ovni ce film. Ouais. Il est signé Manuel de Oliveira, très grand cinéaste portugais, très grand cinéaste tout court. Ouais. L'unique centenaire à avoir encore tourné des films au-delà de son centenaire, puisqu'il est décédé à 107 ans et a tourné un film à 105 ans. C'est son premier long métrage qui raconte une histoire de jeunes enfants qui se livrent à un jeu de séduction autour d'une jeune fille, avec la cruauté qu'on peut connaître à cet âge-là. Voilà. Donc c'est un film qui a une inspiration sans doute à chercher du côté de Jean Vigo, Zéro de conduite, comme ça, un film un peu irrévérencieux et en même temps plein d'une poésie tout à fait magnifique. Le titre Aniki Bobo, c'est quoi? C'est une comptine? C'est une comptine qu'on entend plusieurs fois dans le film et que se répètent les personnages principaux qui, je le rappelle, se disputent le cœur d'une jeune fille et vont voilà, rivaliser d'astuces et avec, encore une fois, beaucoup de cruauté pour essayer de parvenir à leur fin. C'est un film vraiment unique, sans aucune descendance et qui était vraiment à découvrir. Mais avant Aniki Bobo, ce lundi, il va y avoir donc une masterclass organisée par l'Institut audiovisuel et la Fondation Prince-Pierre? Oui, c'est une masterclass qui a lieu dans le cadre de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, qui organise chaque année un cycle de conférences et qui, depuis 2 ans, sollicite l'Institut pour essayer d'amener une personnalité du cinéma à s'exprimer devant les spectateurs assidus de ces conférences. Donc on a choisi cette année Mia Hansen-Løve, qui est une cinéaste femme, qui a déjà une très belle carrière. C'est une cinéaste dont j'adore vraiment le cinéma, qui est peut-être la véritable héritière du cinéma de
de Truffaut. Voilà, rien que ça. C'est pas une mince affaire, mais je le crois sincèrement de ces cinéastes qui croient que les films sont plus harmonieux que la vie, que tout se passe au cinéma, qu'on peut tout dire, raconter, et voilà, le cinéma qui l'emporte sur la vie. C'est vraiment magnifique, et j'espère que le public sera nombreux pour suivre cette conférence. Alors ça, c'est justement ce lundi au Théâtre des Variétés à 18h30. Et puis ce mardi, on en a parlé, à Niki Bobo, toujours au Théâtre des Variétés à 20h mardi. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. De retour dans les studios de Monaco Info pour jeter un coup d'œil sur les prévisions météo. Est-ce que la journée sera propice pour aller se balader en bord de mer, Julia? Cela sera même fortement recommandé, Émilie. Du soleil et encore du soleil est prévu pour ce dimanche 30 janvier. Les températures s'adoucissent avec 14 degrés de maximale. Température d'ailleurs identique pour la Méditerranée. Demain sera la Sainte-Martine. Une pensée donc pour toutes les Martines. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec la prestation fantastique de la Roca Team qui aura fait douter le Real Madrid en Euroleague. Photo signée ce soir Manuel Vitali. Très belle soirée à tous et à demain, 20h pour le best-of de la semaine.